Nous allons commémorer la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah le 27 janvier prochain, date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Monsieur le grand rabbin Claude Ayman nous a proposé de nous faire le parcours de Léo Kohn, que beaucoup de Strasbourg connaissent en tant que salle de la communauté, mais il serait bon de savoir un peu plus qui a été Léo Kohn, quel personnage il a été. Et donc, je vais lui laisser la parole tout de suite. Je voudrais tout d'abord saluer la présence de Claire Podetti, qui a fait un travail extraordinaire avec sa classe au collège de Palaiseau et avec ses élèves. Je voudrais saluer aussi la présence évidemment de Naomi et d'Ariel Kohn, enfants de Léo Kohn, et bien évidemment de Uri Aaron, le fils de Max Aaron, qui était je dirais un collègue proche de Léo Kohn. Monsieur le rabbin, grand rabbin Ayman, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis très impressionné de devoir parler, présence désormais en même temps heureux de devoir parler en présence des enfants de Léo Kohn, Zichrono Livracha, et aussi dire tout le bien que l'on peut penser du travail de Claire Podetti, de Clarisse Bruno au collège Charles Péguy de Palaiseau, qui ont fait un travail tout à fait formidable en précisant de manière presque scientifique, je dirais pas presque scientifique, mais scientifique, le parcours de Léo et en utilisant le maximum de documents qu'ils avaient et qu'elles avaient à leur disposition. Mon propos, ce n'est pas de répéter ce qui a déjà été fait, mais je voudrais essayer de replacer le parcours de Léo Kohn dans son contexte sociologique, historique et religieux. Et ceci dans le cas de la communauté juive, dans le cas des EI, et ne pas oublier non plus que Léo Kohn était issu d'une famille allemande et non française. Ce qui, à mon avis, est très important, et je le dis tout de suite, pour l'histoire des Juifs d'Alsace, il m'apparaît de plus en plus que malgré la perte de l'Alsace et de la Lorraine entre 1870 et 1918, l'apport des Juifs allemands et l'enrichissement qu'ils ont procuré au judaïsme alsacien a été tout à fait exceptionnel et important. Et je crois que cet apport a été également déterminant pour la suite de l'histoire du judaïsme à Strasbourg et même en France. Lorsqu'on lit les quelques ouvrages concernant les EI pendant la guerre, on s'aperçoit immédiatement que le chant, la musique, y prennent une place importante. Et dans ce cadre-là, Léo Kohn a été un des leaders les plus actifs. J'ai intitulé en fait mon travail Léo Kohn ou le parcours d'un musicien résistant. Dans mon esprit, le terme musicien est clair, le terme résistant peut l'être moins. À première vue, il s'agit de la résistance pendant la guerre à l'occupation nazie. Mais je crois qu'il a surtout été un résistant dans le sens où il a résisté au manque de connaissances, à le manque de notions
de base du judaïsme qui était le lot de la jeunesse juive à Strasbourg, mais également à Paris, tout de suite après la guerre de 14. Et je crois que lorsqu'on dit qu'il a été résistant, c'est-à-dire qu'il a fait de la résistance contre l'ignorance. Et pour moi, c'est important, vous allez voir dans la suite de mon propos. La jeunesse juive était en quelque sorte laissée pour compte entre les années d'après, entre les années des deux guerres, ou les années d'entre les deux guerres. Il n'y avait pas beaucoup d'initiatives, mais il y avait des gens très conscients des manques. Et on peut donner comme exemple la tentative du docteur Joseph Weil, le fils du grand abbé Ernst Weil de Colmar, qui avait voulu fonder une université juive à Strasbourg. Et ce projet n'a pas été mené à bien. Pourquoi n'a-t-il pas été mené à bien? Peut-être. Je fais une hypothèse. La raison de cet échec tient sans doute au fait que ce projet se cantonnait trop exclusivement à la transmission des connaissances. Il s'agissait d'instruire la jeunesse, d'instruire les gens. Léo Kohn, quant à lui, va justement offrir à la jeunesse juive de France des nouvelles perspectives en utilisant des outils innovants et plus adaptés. Je reviens, après mon introduction, quelques éléments biographiques. Le père de Léo Kohn, Willy Kohn, est le fils du rabbin Joseph Kohn, formé au séminaire israélite rabbinique de Breslau. Et le jeune Willy fait preuve d'une certaine orthodoxie et se marie avec Myriam, la fille cadette de Salomon Carlebach, le rabbin de Lübeck, un des héritiers spirituels les plus actifs de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et parents de 12 enfants. Willy et Myriam auront eux-mêmes 4 fils. Chaim Herman, né en 1911, Alexandre, né en 1912, Yuda Léo en 14 et Salomon en 1921. Au début des années 20, la famille Kohn s'établit à Hambourg, alors grand centre d'affaires. Les Kohn y mènent une vie bourgeoise dans une très belle et grande villa dans laquelle le rabbin Kohn, tandis que le rabbin Kohn et son épouse habitent non loin de là. Les garçons étudient quotidiennement avec leur grand-père les matières juives et leur grand-mère se met en tête de leur enseigner le piano. Seul Léo adoptera, semble-t-il, seul le clavier. Bénéficiant d'une éducation éclectique, les jeunes Kohn auront l'un après l'autre l'honneur d'accompagner leur grand-mère à l'opéra, dont elle est fervente. Par ailleurs, la métropole de Hambourg offre en outre à Léo de quoi alimenter son imagination. Les trains qui convergent vers ce nœud ferroviaire important et les bateaux qui, à partir du port, s'engagent vers la haute mer, nourrissent très tôt les rêves du jeune garçon. Autant ces deux aînés sont passionnés par leurs études, autant Léo est attiré par les arts, la musique et les sorties dans la nature, discipline déjà présente au Talmud Torah, l'école juive, marquée par la présence ou par la personnalité du rabbin Joseph Tzvi Carlebach, l'oncle de Myriam, qui l'a dirigé. Brillant pédagogue, Joseph Tzvi Carlebach aura aussi innové en introduisant très tôt l'enseignement de l'ivrite, l'hébreu moderne, dans le cursus scolaire. Notons aussi que la génération précédente avait vu naître les mouvements de jeunesse, phénomène qui sera à l'origine de nombreux changements au niveau culturel, mais également dont on peut dire que Léo Kohn et son action seront les résultats. Le docteur Joseph Jacobsen, professeur de langue, décèle chez Léo un fort intérêt pour la musique et l'emmène à assister à des concerts.
Le jeune garçon aime aussi le chant. Il intègre très tôt la chorale du mouvement Ezra, chorale au répertoire très varié qui va des chants traditionnels aux chants classiques, en passant par les chants des Chaloutzim, les pionniers de Palestine. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il rencontre sa future épouse, Rachel Schloss, fille d'un instituteur, aînée de 5 frères, et dont la voix de soprane fait sa conquête. Plus généralement, Léo, qui est doté d'une imagination fertile, aime aussi écouter, observer les gens et se pénétrer de musique, sans renoncer aux études juives, bien sûr. Après le lycée, il ne finit pas l'Abitur, mais après le lycée, c'est au travers d'une formation commerciale que Léo croit pouvoir rencontrer des gens et voyager. Il entre, après ses débuts, dans une grande maison des textiles à Francfort-sur-le-Main et devient rapidement responsable de secteur. Léo habite à Francfort avec son frère Alexandre, qui s'est inscrit en faculté de droit. Au plan général, nous sommes à l'orée des années 30, la République de Weimar est à l'agonie, l'antisémitisme se répand, le parti nazi arrive au pouvoir. Les jeunes ont de bonnes raisons de s'interroger sur leur avenir. Ces 2 frères Alexandre et Hermann viennent en août de rentrer de Jérusalem où ils ont passé quelques mois à la yeshiva de Merkaz Harav, dirigée par le grand rabbin ashkénaze de Palestine, le Rav Avraham Yitzhak Kook. Ce séjour aura été sans doute initié par le rabbin Yosef Shvi Carlebach, qui a bien connu le Rav Kook lors de ses années passées dans la ville sainte au début du siècle. Léo, quant à lui, est donc très tôt influencé par les descriptions idéalisées de ses frères au sujet de ce pays en pleine construction. Les événements se précipitent et au vu de l'inquiétante situation des Juifs en Allemagne, les parents Cohn s'établissent à Paris avec Salomon et plus tard Léo. Les deux autres fils Cohn émigrent quant à eux en Palestine. Son père ouvre une affaire d'import-export avec un certain Bernstein, entreprise dans laquelle Léo travaille également. Et c'est par l'intermédiaire de l'associé de son père que Léo fait la connaissance de Robert Gamzion dit Castor au milieu de l'année 1933. Léo intègre alors très rapidement le mouvement des EI tout en apprenant la langue de Molière. Il travaille certes dans l'affaire familiale, mais passe tout son temps libre au local EI, appelé Notre Cité. Et lorsque son père doit fermer son commerce, ses affaires ayant préclité, Léo consacre toutes ses forces au mouvement juif scout dont il devient un permanent. Il est vrai que Castor et Léo Cohn s'accordent très facilement, d'autant que le projet des éclaireurs israélites de France semble tout à fait convenir aux jeunes réfugiés. Ce mouvement tente de faire le pont entre la jeunesse juive française et les jeunes juifs originaires d'Allemagne et de l'Est, qui affluent après la Grande Guerre, en les initiant à la connaissance aux pratiques juives d'une part et en les rapprochant de la nature par des sorties et des camps sous tente d'autre part. Les EIF considèrent le sionisme religieux comme un objectif intéressant dans la mesure où le retour sur la terre des ancêtres et la mise en valeur des espaces palestiniens semblent redonner un nouvel enthousiasme à la jeunesse. Cette affirmation doit être cependant nuancée, puisque Léo s'affirme d'emblée comme franchement sioniste, alors que Castor n'a pas encore franchi ce pas décisif, pas qu'il franchira quelques années plus tard pendant la guerre. Les événements des années 30 impriment également leur marque et rapprochent les 2 dirigeants. Les responsables des EI et Léo Cohn sont convaincus que la peste brune atteindra un jour ou l'autre l'Hexagone. Il est dès lors important de sensibiliser la jeunesse juive au péril qui l'attend et d'anticiper autant que faire se peut les moments difficiles. Castor, qui approche de la trentaine, trouve en cet esthète allemand de 10 ans son cadet, une personne dotée d'une profonde culture juive, chose rare pour un jeune en France à cette époque. Et il est certain que Léo pourra apporter beaucoup aux jeunes de sa patrie d'adoption. Par ailleurs, Léo est aussi pourvu d'une forte joie de vivre et c'est grâce à son charisme exceptionnel animer les fêtes juives au travers de chants,
tout en les ponctuant de commentaires religieux qui nourrissent la réflexion de ses auditeurs. Avec lui, les contraintes religieuses deviennent des opportunités. Cette ambiance chaleureuse tranche avec l'image austère, souvent très docte et bourgeoise, qu'offre le judaïsme franco-français de l'époque. Par ailleurs, Léo voit en Castor un idéaliste pragmatique, un organisateur hors pair, un homme solide, capable d'encadrer les jeunes. Et c'est ensemble qu'à partir de 1934, ils vont prendre en main la direction des EIF et Léo Kohn organise, flûte à la main, des camps de formation de chefs et prend rapidement l'ascendant sur certains responsables. Il enseigne l'hébreu, ce qui est nouveau, tout comme il introduit des pratiques d'un judaïsme vivant. Par exemple, la pratique des Mishloach Manot de Purim, qui était pratiquement inconnue à Paris dans les années 30, eh bien, il va faire de cette mitzvah un des ateliers des EI les plus prisés. Chameau, Frédéric Hamel, totémisé Chameau, donc un des fondateurs des scouts juifs strasbourgeois, rencontre Léo pour la première fois lors d'un Oneg, activité récréative de Shabbat organisée à l'occasion de son passage avec ses éclaireurs à Paris. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire la description de cette rencontre. Nous ne sommes pas de grands musiciens, raconte Chameau, et nous chantons avec les EI comme nous pouvons. Léo et Shlomo, son frère cadet qui doit avoir une quinzaine d'années, se lèvent. Ils entonnent à deux voix le psaume pour le jour du Shabbat. Le juste prospérera comme un palmier. Le chant est si pur, si simple, si beau, que pendant un temps nous sommes restés recueillis, charmés, jusqu'à ce que quelques éclaireurs leur demandent de recommencer. Fin de citation. Le chant exerce donc, on constate, une influence déterminante pour rapprocher les cœurs. Mais nous sommes en 1938 ou en 1936, le rabbin Ephraim Karlebach, rabbin de Leipzig, oncle de Rachel, célèbrent leur mariage à Paris. Semble-t-il, mais je ne suis pas certain, à la synagogue Montevideo, dont Léo est devenu entre-temps le Baal Koré, c'est-à-dire le lecteur attitré de la Torah le Shabbat. Léo organise par ailleurs des cours d'ivrite et de chant à l'école Maïmonide, nouvellement créée par Marcus Kohn. Et ses parents ne sont pas présents à la cérémonie, ils viennent de s'installer en Palestine, précédés par Herman et Alexandre, déjà sur place. Léo sent, et ce nonobstant des difficultés administratives réelles qui rendent son départ difficile à cette époque, il a beaucoup apporté à la jeunesse juive française et réussit à convaincre sa famille du bien fondé de sa décision. Il veut rester quelque temps encore en France sans abandonner l'idée d'une alia remise à plus tard. Je voudrais faire une petite parenthèse sur Léo et la liturgie. Lorsque Léo est nommé donc en 1938 au Merkaz, à Strasbourg, sujet sur lequel nous ne pouvons pas nous étendre, eh bien, ce qui frappe, c'est sa voix qui fait forte impression et même s'il n'est pas un chazan au sens classique du terme, il entonne les Zmirot de Shabbat comme le raconte Julien Herz dans ses mémoires. Et là aussi, c'est un passage important pour comprendre l'impact que Léo et son chant ont pu avoir. La prière de Léo, dit Julien Herz, m'avait sorti de mon sentiment de néant où la prière me plongeait. Je me sentais plus proche des textes. Plus largement, Léo se rattachait à quelque chose que je connaissais et que j'aimais. Léo était un chassid, poursuit-elle, et cela me fit grand plaisir. Il était le premier que je voyais. Il réalisait ce que je lisais dans les livres. Il répondait aux questions que je posais aux livres et à moi-même, et en même temps, il était amical, dépourvu de critiques, jeune et proche. Je pensais pour la première fois au mot frère dans le sens familial.
Fin de citation. Sans doute, la personnalité propre à Léo Cohn permet aussi de comprendre ses objectifs et le message qu'il désire faire passer. Loin d'emprunter un ton machinal et neutre, en lisant la Sidra, Léo présente un texte de Torah vivant, quel que soit le niveau de connaissance de ses auditeurs. Il cherche à illustrer les différents passages grâce à une technique de lecture très personnelle. Un dialogue, par exemple, dit Chameau, se marque par le choix de deux registres différents et sonne comme un échange entre deux personnes. Les louanges sont récitées sur le mode solennel. De même, la colère, la joie, la tristesse, la crainte s'entendent littéralement dans le récit quand il est. La Torah devient ainsi tout simplement accessible. Et Edmond Flegg dira, frappé par cette technique, qu'il a la qualité, que Léo avait la qualité d'un prophète, ajoutant que ce terme signifiait pour lui quelqu'un qui réussit à faire revivre une œuvre sous une forme tout à fait personnelle. À Strasbourg également, donc Léo va essayer de mettre sur pied une chorale et j'ai oublié de dire que si Léo a été engagé à Strasbourg, c'est grâce à la tournée de sa chorale dans les villes d'Alsace qui a eu lieu donc à cette époque. Et c'est là où il emporte l'adhésion de tous les responsables communautaires. Rappelons également que Léo était étranger, que normalement il ne pouvait pas travailler et il ne pouvait pas obtenir de certificat de travail. Et donc, Chameau raconte qu'il est allé chez Henri Lévy, le président des Grands Moulins, et l'a convaincu de financer lui-même le poste de Léo Cohn, ce qui a été fait. Et donc, là aussi, on voit l'importance de la chorale. Je rappelais, il faut quand même le dire, comme l'a dit Michel, que Max Saron a collaboré de manière essentielle à la fondation de la chorale à Paris, qu'il a commencé à travailler les partitions avec Léo et je pense sa sœur, Trude, c'était sa sœur. Voilà, c'était sa sœur. Et donc, ils participaient également, d'après les souvenirs de Max Saron, ils participaient également à la chorale de Léon Algazi, le chef de chœur de la Grande Synagogue de Paris. Et donc, c'était un travail tout à fait de professionnel qui avait été engagé à la fois par Léo et Max Saron au plan de la chorale. Là-dessus, je crois que nous avions convenu, Michel, de faire un petit arrêt musical, alors je m'arrête. Je vais passer un morceau en particulier où Riaron pourra dire juste un petit mot sur les gens qu'on entend. T'écoutes pas, hein? Hein? Ça t'intéresse pas? C'est un truc d'époque. Ça donne pas grand-chose. Depuis de 1938. C'est la nappe. Non, je crois qu'il est flashy. Il n'y a pas de nappe. Quoi?
Bon, on l'avait fléché la semaine dernière. On a une autre. Ça ne va lire, c'est pas donné. C'est faux ce qu'il a dit, Ayman. Il a dit que le mariage avec l'oncle de Rochelle, il avait pas l'oncle de Léo, avec Alain. D'habitude. Qu'est-ce que tu cherches? Quoi? Je crois qu'on aura le... On n'aura pas les chèques. On nous embêtait à la banque. Obstinément refusé à écouter ce que je te disais. Obstinément. Mais je t'ai entendu, tu voulais que je dise qu'il y en a tant. C'est pas ça la question? Elle m'a dit... Michel, Elle m'a dit, il faut que le directeur puisse signer. Donc on l'envoie le lundi. Je sais pas, c'est tout, ceux qui signent. C'est pas une bonne idée, monsieur. Ouais. Bah, écoute, j'ai dû en jeter l'autre fois. Les manger. J'espère qu'elles ne sont pas pourries.
Qu'est-ce que je suis allé chercher? Voilà, nous sommes donc à la veille de la guerre où en 1939, Il va mourir. Léo Kohn est… Merci Alexis de fermer ton micro. Ce sera très gentil. Donc, Léo et sa famille sont évacués sur Gérardmer. Il arrive à atteindre Périgueux. Pour éviter d'être placé dans des camps, il s'engage dans la Légion étrangère. Il ira en Algérie, où là, il écrit à Chameau qu'il essaye d'entrer en réel contact avec les Juifs du pays et apprend la flûte traversière et finit par être, à la fin de ses classes, membre de l'harmonie de son régiment. En octobre 40, il est démobilisé et il revient en Algérie, il revient d'Algérie et reprend contact avec sa famille à Moissac et les EI. Après quelques jours de repos, il participe tout de suite à la création d'un fichier de 122 chants hébraïques qui doit servir aux futures fermes écoles et aux futurs camps de formation. Membre de l'équipe nationale des EI, Léo Kohn est nommé instructeur national de chant et aumônier itinérant. C'est pour réagir aux circonstances que les EI mettent sur pied une première ferme-école à Viarros, non loin de Moissac, en septembre 40. Léo est un des responsables de ces fermes-écoles destinées aux jeunes et où il va laisser sa marque la plus profonde. Il s'agit de créer de toutes pièces, un peu sur le modèle des kibbutzim religieux, un style de vie juif rural pour aider les jeunes à reprendre contact avec la nature et à poser les jalons d'une aliyah à laquelle Léo et sa famille n'ont nullement renoncé. Léo est chargé à partir de 1941, du mois de janvier, de la direction spirituelle des jeunes de la maison de Lautrec, village situé dans le Tarn entre Castres et Albi, et dont le noyau est constitué par des anciens de Viarros qui y résident depuis novembre 40. Les Kohn investissent avec la famille Gamzon la ferme des Tempes, alors que non loin de là, les jeunes habitent dans la grande bâtisse des Ormes, où se trouvent également les ateliers de menuiserie et de ferblanterie. En 1940, entre 40 et 42, Léo Kohn va imprimer sa marque et pour faire essayer de comprendre son impact et sa manière de faire, j'ai toujours recours à Chameau qui fait la différence, qui essaie de faire la différence entre l'action de Sami Klein, du rabbin Sami Klein, Zichrono Libracha, aumônier général des EI, qui fut futur adjoint du Grand Bain de France, et de Léo Kohn. Léo est l'animateur, Sami le directeur de conscience, Léo le conseil amical. Sami tire son autorité de son savoir et de la précision de ses réalisations, Léo de son charme personnel et de sa nature d'artiste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de connaissances, bien au contraire. Pour lui, la musique et en particulier le chant sont indispensables à l'ambiance de nos collectivités. On a appelé Léo Kohn un néo-chassid. Effectivement, le chassidisme, ce mouvement piétiste du XVIIIe siècle, donne une place importante au chant spontané et parfois aussi au chant choral, en lui attribuant la capacité de relier l'être humain à Dieu. C'est pourquoi le lien entre Léo Kohn et le chassidisme apparaît d'emblée. À cette époque où le chassidisme d'Europe orientale exerce une grande influence sur les élites juives allemandes, les jeunes voient en Léo un parfait chassid. Certes, il ne récuse pas totalement la référence, mais reste très circonspect vis-à-vis de cette affirmation. Il sait que cette façon de qualifier son action est un peu excessive et qu'elle ne peut être comparée à ce qui se passe dans les communautés chassidiques d'Europe de l'Est. Il accepte cependant cette appellation, mais à sa manière.
Ainsi écrit-il, si tout le monde est d'accord pour considérer comme néo-chassidisme l'Adon Olam sur Tralala et l'office en plein air avec gazouillis d'oiseaux, la soukha construite par les campeurs et le cordège des prémices à Shavuot, les fêtes de Bar Mitzvah pour garçons d'âge avancé, les mariages et autres fêtes de famille en chemise Lacoste et sans chapeau de forme, ne discutaillons pas sur les mots, nous voici en face du néo-chassidisme. Et donc, en réalité, il faut peut-être voir dans cette pratique d'un judaïsme en commun, adapté aux EI, la réalisation d'un des principes de Martin Buber au sujet de la communauté, Gemeinschaft, unie et fraternelle, que les EI cherchent avec Léo à constituer par opposition à la société, Gesellschaft, considérée comme trop froide et peu solidaire et ne pouvant répondre aux aspirations de la jeune génération. La présence de Léo exerce un réel magnétisme, particulièrement sur les jeunes sensibles à la beauté et naturellement attirés par son côté artiste. Mais la flûte a aussi d'autres fonctions, et en particulier celle de faire diversion pour calmer un brouhaha devenu ingérable ou apaiser les angoisses des uns et des autres. En effet, raconte Julienne Hertz, originaire de Strasbourg et plus tard directrice de la maison de Beaulieu, alors qu'elle attend des enfants destinés à être planqués, arrive alors, je cite, le jeune homme, long et mince, courbé par avance, avec une certaine tendresse sur le monde. En attendant les enfants, il sortit sa flûte de sa poche et nous sourit, à nous qui étions ensemble assis autour de la table, transis de peur. Puis il joua quelques motifs ascendants de Bach, une musique paternelle et arrondie, quelques phrases de Mozart cueillies comme des fruits frais, quelques pastorales d'Orient qui rétablirent en nous une paix oubliée et défaite. La paix resta attachée à cette heure. Fin de citation. On pourrait continuer à citer les textes importants concernant l'action de Léo et je vous résumerai simplement les passages qu'écrit d'une fort belle manière d'ailleurs Lia Rosenberg, la fille de Castor, et qui rapporte comment se passait le Shabbat à là où se trouvaient Léo et sa famille. Et donc, à la belle saison, après quelques moments de repos, toute la famille habillée de frais, Léo et Rachel, Naomi née en 38 et Ariel dans sa poussette font un petit tour en forêt. À cet instant, règne alors le calme, un calme totalement irréel, comme si la guerre n'existait pas. Enlacés, Léo et Rachel cheminent lentement dans les bois attenants en fredonnant des airs de circonstance. Puis on accueille le Shabbat en majesté avec des chants. Le Shabbat, on le sent doucement arriver. Et puis c'est le repas. Alors Léo entonne Yom Zeh le Israël. La plupart des jeunes chantent avec lui, mais une ou deux mains se dressent. Léo, explique-nous. On ne comprend rien. Alors Léo explique, puis il lance un deuxième chant et le traduit également. Et ces heureux agapes se terminent par le Shir HaMa'alot entonné sur l'air de la Hatikva. Et donc le chant, pour revenir à la thématique, le chant n'est pas limité au Shabbat, bien sûr. Et on peut même citer Castor, qui dans son journal dit que le chant est omniprésent. Ça chante, ça travaille dans l'atelier de Léon et Chaim, où les jeunes s'initient à la menuiserie. Tout cela, malgré l'inconfort, le froid et la nourriture insuffisante. Mais le chant ne devient-il pas une arme politique? En effet, on est en droit de se poser la question en pleine guerre. En ce mois de janvier 42, glacial s'il en est, Léo et sa chorale entament une tournée à Toulouse, Marseille et Montpellier. Ils ne sont pas toujours bien accueillis, car certains responsables ne comprennent pas que des garçons et des filles chantent ensemble dans une synagogue, comme le pense le rabbinat à Marseille.
Par ailleurs, on peut facilement imaginer les difficultés que représente la réalisation de ce projet lorsqu'il s'agit de faire répéter des jeunes adultes peu disciplinés et harassés par le travail de l'exploitation agricole. Et pourtant, les EI tiennent à cette tournée et leur accordent une grande importance. Nous en voulons pour preuve le fait que Castor, commissaire national, en général fort occupé, on le sait, accompagne lui-même les choristes et tient à prendre la parole à chaque concert. Dans quel but? La réponse peut se trouver dans un des articles de Soichic, le journal dactylographié mural des EI. La chorale, dit-il, va se produire devant un public d'initiés qui jugeront de l'exécution et de profanes dont l'opinion sur la musique hébraïque et palestinienne dépendra certainement de cette audition. Sans doute unique pour eux, d'autant que c'est d'eux que va dépendre l'opinion du grand public sur l'âme musicale de notre peuple. On croit rêver. En pleine guerre, ce qui semble important, c'est la musique, l'harmonie, la capacité d'accéder à quelque chose d'artistique. Et pourtant, le chant est comme à Strasbourg, une porte politique. Les EI ne sont pas toujours bien vus. Ils sont considérés comme instables, un peu iconoclastes. Et donc, la chorale représente la musique hébraïque et palestinienne et doit émaner de l'âme musicale juive. Et ce sont des responsabilités lourdes qui pèsent sur les épaules des jeunes choristes. Et en réalité, Castor compte sur la réussite de cette tournée pour que les EI soient véritablement soutenus par les communautés, ce qu'elles n'étaient pas avant-guerre, et surtout que l'on prenne en compte, que l'on comprenne à leur juste valeur les efforts que font les EI pour s'occuper de la jeunesse. Et je voudrais dire que lorsque j'ai vu les chiffres du nombre d'enfants qui ont été pris en charge par les EI, les chiffres sont tout à fait phénoménaux. Dans son rapport au consistoire central à Lyon, en sa séance du 21 avril 1941, Robert Gamzon rapporte que 350 adultes vivent la vie du mouvement, c'est-à-dire sont des permanents. On rendez compte, 350 permanents. Par ailleurs, 3500 garçons et filles encadrent un nombre estimé à 10 000 jeunes de façon bénévole. 3500 bénévoles pour 10 000 jeunes. Et donc, faire prendre conscience aux responsables communautaires de l'importance de leur action est tout à fait primordial et on comprend pourquoi la tournée de chant dans les communautés, malgré le froid glacial et l'accueil souvent qui va de pair, eh bien, est important pour les EI. Donc, les chefs EI cherchent à montrer par cette tournée combien ils sont capables, grâce au scoutisme, d'aider les jeunes qui leur sont confiés, mais aussi à montrer aux responsables de la communauté juive française qu'ils savent répondre aux aspirations de la jeunesse. Et ils attendent également que l'administration consistoriale s'en souvienne et les soutienne le jour venu après la tourmente. Petite… non, je saute sur une petite parenthèse qui m'aurait fait plaisir, mais l'heure avance et je dois continuer. Donc, à la fin de l'année 1943, Aviva naît en mars 1944 et la famille s'installe près de Lautrec. Il faut évacuer les maisons, les fermes-écoles à cause des rafles devenues trop importantes. Il est convenu, bien que Léo participe à la fondation du Maquis EI dans la région de Vabre, il est convenu qu'il accompagnera un groupe d'enfants en Israël en passant par l'Espagne
Entre-temps, il accompagne sa femme et ses enfants en Suisse et au retour, ou en tout cas avant même de pouvoir constituer ce groupe d'enfants, il est arrêté à Saint-Cyprien, près de Perpignan, le 19 mai 1944. Et donc, Léo ne s'arrête pas là, parce que même à Drancy, il va essayer de fonder une énième chorale. Il est vrai que plus de 300 enfants traînent désœuvrés parmi les adultes dans l'enceinte de cette antichambre d'Auschwitz entre mai et juillet 1944, et qui sont sans doute heureux de participer à de telles activités. Il n'est pas étonnant que Léo Kohn ait pensé qu'il fallait là retrouver ses réflexes d'éducateur en jouant avec ces jeunes pour les occuper, en les initiant au chant choral. Cependant, les départs qui se succèdent ne lui permettent pas de mener un travail régulier avec des répétitions suivies, des nouvelles têtes apparaissent, alors que d'autres manquent malheureusement à l'appel. Chameau écrit en guise de conclusion, et lorsqu'après la libération, nous visiterons les bâtiments, nous trouverons parmi les nombreux graffitis sur les murs de plâtre l'insigne de la chorale EI, 2 croches reliées et la signature de Léo suivie de la mention instructeur national des EIF. Effectivement, la dernière chorale de Léo sur le sol français s'était tue au seuil d'un de ces lourds wagons à bestiaux partis un jour de la sinistre gare de Bobigny. Et je voudrais pour terminer juste évoquer quelques fondements philosophiques concernant le chant. Vladimir Yankelevitch, lui-même résistant, peut nous aider à comprendre en quoi la musique parle aux jeunes, justement dans l'adversité. Car, dit-il, les hommes ne peuvent pas parler tous ensemble. Il faut pour rendre possible un échange que leurs paroles s'attendent les unes les autres et se confrontent dans le dialogue. Mais les hommes peuvent chanter ensemble. L'harmonie associe à son gré les voix et les timbres des instruments, car l'épaisseur de la polyphonie conduit, sans qu'elle se gêne, plusieurs lignes de sens à l'infini, l'une avec l'autre. Fin de citation. Et il est vrai que la période tragique de la guerre n'était pas propice à la parole. Nous pouvons imaginer les difficultés qu'avaient les jeunes de s'exprimer et de parler de leurs souffrances et de leurs peurs. Nous pouvons imaginer les difficultés qu'ils éprouvaient. Et devant les dangers, il fallait absolument tenir et rester fort. Et il ne restait que peu de place pour la parole. Cette situation a peut-être en partie poussé les chefs EI à placer la musique et le chant au cœur du vécu de leur groupe afin de créer un sentiment de cohésion dans ces centres pour ces jeunes apeurés et d'origines si diverses. Par ailleurs, on peut en outre imaginer que Léo, comme tous les jeunes orthodoxes de son temps, est imprégné des idées de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui traite longuement de l'esthétique. En effet, pour le maître de Francfort, la beauté est une des formes par lesquelles la culture, le Derech Eretz, se manifeste. La joie que l'on ressent pour la beauté de la nature et pour les formes esthétiques est un pont vers la joie, vers tout ce qui est beau et moral. Et j'en arrive à ma conclusion, où je rappelle que, né dans une famille orthodoxe allemande, mais ouverte sur la culture de son temps, Léo Kohn se révèle très rapidement être un artiste attiré par la musique, mais c'est au travers du chant qu'il va se réaliser en intégrant les EI grâce à son talent. Il sera, durant la tourmente, à la fois l'animateur des fermes écoles de Lautrec et instructeur national du mouvement. Et Léo Kohn joue d'ailleurs, depuis le milieu des années 30, un rôle central au niveau des cadres EIF et participe à toutes les réunions, conseils nationaux et camps de formation organisés. Il s'efforce alors de transmettre, grâce à ses mélodies, les idées forces du judaïsme, en animant les célébrations du Shabbat et des fêtes, et en illuminant de sa personnalité feux de camp et autres moments festifs. Il n'est pas bien sûr seul à enseigner en pleine guerre. On peut citer aussi les listes non limitatives
Marc Breuer, Georges Lévite, Aaron Wolf et d'autres encore. Mais l'atout de Léo Kohn est sans doute, comme le dit Vladimir Yankelevitch, d'avoir pu créer une harmonie en permettant à ses disciples de chanter ensemble et contribuer à fonder, ne serait-ce que très brièvement, une Gemeinschaft, une véritable communauté fraternelle à laquelle aspire la jeunesse juive des années 40. Pour Léo Kohn, comme pour Castor et d'autres dirigeants EI, l'art, ici la musique, alliés au travail de la terre, tous deux bien sûr, associés à l'étude des textes traditionnels, portent le peuple juif vers sa vocation. Ces fondamentaux constituent non seulement la plateforme idéologique du mouvement scout, mais aussi leur manifeste politique, tant pour les moments d'adversité que pour la reconstruction qu'ils appellent de leur vœu en France ou en Israël. Plus généralement, c'est à une double action de résistance que se livre Léo Kohn. Il participe à la protection des enfants juifs grâce à leur intégration dans les fermes-écoles et il prend part au renouveau spirituel de cette jeunesse. Cette cure de jouvence, il en est convaincu, leur apportera une certaine fierté et leur permettra aussi de participer à la reconstruction future en s'y étant préparés matériellement et spirituellement. Voilà, je vous remercie. Quelqu'un veut-il intervenir, s'il vous plaît? Oui. Oui. D'accord, je parle très mal le français, mais On te j'espère comprend, on te que comprend. j'étais ému entendre le Avinu Malkeinu, ce disque était beaucoup joué à notre jeunesse. Et toutes les fois que mon père avait cafard à cette époque, pas la guerre, mais être avec la chorale et tous les Chaverim, et avec Léo et les autres. Et il était toujours, il a mis encore et encore, on a entendu Ata Echad ou Shimcha Echad. Il y avait 9 œuvres que la chorale a chanté, on a entendu ça beaucoup à la maison. Et Léo avait la voix basse, baryton basse, et mon père avait le ténor lyrique, et on entend ça très bien et dans les Avinu Malkeinu qu'on avait entendu. Et merci beaucoup. Et Trudet était soprane. Trudet était soprane, oui. Oui. Et aussi, notre mère était soprane. Notre mère, Rachel. Ah, c'est ça. Oui, elle était aussi soprane. Je dois dire que, Claude, le rabbin Ayman, tu as évoqué beaucoup de stations de notre enfance, puisqu'on a grandi à Strasbourg, dans la salle Léo Kohn, et là où on priait. Et comme après, je me suis mariée avec Uri et que Léo et Max étaient de très bons amis encore d'Allemagne. C'est un parcours de vie que tu nous as retracé en parlant de Moissac, en parlant de ces chansons qui ont un peu meublé notre enfance et l'amitié profonde avec les deux familles, avec Marcus et Rachel, Zichronam Livracha, qu'on a bien connus, et ça fait vraiment chaud au cœur et beaucoup de gagouim d'une belle époque. Merci beaucoup. Noémie, vous voulez nous dire quelques mots, s'il vous plaît? Ken? Bon. Oh. Madame Podetti, vous voulez nous dire un petit peu, nous raconter un petit peu votre expérience dans le domaine de Léo Kohn, sur lequel vous avez tellement travaillé? Alors, merci de m'avoir invitée. Moi, je suis très émue et d'entendre et le rabbin et l'intervention suivante, puisque moi, je suis professeure d'histoire et en fait, on est parti avec mes élèves à la recherche de Léo Kohn
en fait, dans le cadre d'un projet initié par Georges Mayer, le convoi 77, puisque Léo Kohn a été déporté par le dernier grand convoi qui est parti de France vers Auschwitz. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé sur Léo Kohn. Et pour tout vous dire, en fait, à l'origine, on doit travailler sur un déporté originaire du lieu dans lequel on enseigne. Sauf que moi, j'enseigne à Palaiseau et qu'il n'y avait pas de déporté ni de Palaiseau ni de l'Essonne. Et c'est Georges qui m'a dit mais prends Léo, il va te plaire. C'est quelqu'un de fabuleux. Donc moi, je ne connaissais absolument pas Léo Kohn. Et en partant à la recherche de Léo Kohn, on a rencontré Aviva, Noémie, Ariel. Et ça a été fabuleux. En fait, cette rencontre des enfants de Léo Kohn. Et puis aussi, je pense à Germaine Poliakov qui a poursuivi la chorale et qui, grâce à Aviva, en fait, elle habitait tout près. Elle était encore vivante il y a 2 ans et on a pu la rencontrer, en fait, et elle avait évidemment rencontré Léo Kohn. Et donc, on a écrit sa biographie. Et alors, Avinu Malkeinu, mais nous aussi, ça a été la chanson que les élèves ont choisi d'interpréter avec Aviva, Noémie et Ariel sur scène, puisqu'on a on a travaillé avec des artistes et on a écrit une pièce de théâtre sur Léo Kohn. Et c'est ce chant-là qui nous a permis de traverser les siècles, j'ai envie, enfin peut-être pas les siècles, mais en tout cas ce siècle et repartir à là où était Léo, et c'est à travers cette chanson-là. Et je crois que ça a été une rencontre extrêmement forte. Le but de ce projet, je vais pas, mais on peut diffuser. Moi, je pourrais vous donner la biographie qu'on a écrite. Et merci, Monsieur le rabbin Ayman, de dire que c'est un travail scientifique. En fait, on est vraiment à la lisière. Il y a encore énormément d'archives. Je crois que sur Léo Kohn, il y a il y a un vrai travail scientifique historique à faire. Noémie a énormément d'archives, de musique, notamment qu'il a écrites. À Lautrec et aussi quand il était sur Paris. Bref, il y a un travail là énorme à faire. Mais juste pour dire que ce travail de mémoire, il est à la fois un travail d'histoire et de mémoire. Et vous le savez, en France, aujourd'hui, l'antisémitisme est encore présent. Et je crois, moi, que ce type de projet est essentiel pour déconstruire un petit peu les stéréotypes qui, malheureusement, sont encore très présents. Merci Claire. Naomi Vakshar. Comme je suis née à Strasbourg en 1938 et on est parti à Lautrec, je me rappelle un peu la vie à Lautrec, et à partir de l'âge de 4 ans et demi. Et je me rappelle que mon père m'a enseigné de jouer sur la flûte. Et la vie était assez bien là-bas parce qu'on a joué beaucoup, on n'a pas senti la guerre, mais on avait tout le temps peur pour des moments qui étaient assez dangereux. On n'a pas compris qu'est-ce qui est dangereux, mais je me rappelle bien beaucoup des histoires, des petites histoires. Merci. Je voudrais dire aussi qu'il y a en ivrite le livre de Yehudit Bar-Chen qui a été écrit donc sur Léo et qui est très complet et qui cite beaucoup de textes qui ont été écrits à propos de Léo Kohn après-guerre, mais également les lettres de Léo sont citées in extenso. Et c'est également une mine de renseignements. Oui. תפתחי את הרמקול. נעמי? On a à la maison les drachot qu'il a fait mon père à Lautrec. Il y a plein de drachot, chaque fête, chaque Shabbat, et aussi une lettre pour la jeunesse, et on a des notes de musique. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Claire Podetti a travaillé sur ça jour et nuit pendant longtemps et très profondément. Et mais pas sur ces textes-là, Noémie. Hein. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire qui demanderait. Mais je pense, oui, c'est un de mes projets, en fait. Mais il y a un énorme travail et aussi sur les mémoires de Rachel. Hein. Il y a beaucoup de choses que possède Aviva. Il y a un énorme travail à faire, je crois, mais c'est un de mes projets. Merci beaucoup de tout notre cœur pour ce soir. Quelqu'un veut-il encore intervenir? Ok, c'est bon. Merci Michel, en tout cas, de nous avoir donné l'occasion. Il n'y a pas de quoi. Merci. On va terminer pour une note musicale de Léo Cohen. Et je pense que c'est une bonne manière de terminer ce Zoom. Peut-être à Hatikva. On peut passer la Tikva, oui, si vous voulez. On va chanter ensemble ou bien on va entendre? Mais ça risque de faire de ne pas passer correctement parce que à cause des différents micros. Là, tu... Il faut vraiment. Ils n'entendent pas, mais ils sont d'un autre texte. Donc, une importance. OK. Au revoir. L'année prochaine. Alors, à bientôt. Merci beaucoup de cette soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. L'émission sera visible sur la page Facebook de notre site et sur le site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci. Beaucoup.